Bismillah, assalamu alaikum. On va voir dans cette vidéo la suite de la leçon, la décroissance radioactive, noyau, masse et énergie. Cette fois-ci, la partie numéro 2. Je vous rappelle, on a déjà vu la fameuse équation d'Albert Einstein, l'équivalence entre la masse et énergie veut dire chaque masse lui correspond une énergie ou bien une variation de masse lui correspond une variation de l'énergie. Bien, on va l'exploiter pour vous donner la notion de l'énergie de liaison d'un noyau qu'on va symboliser par EL. EL, E, énergie, L, liaison. Alors c'est quoi l'énergie de liaison d'un noyau? C'est l'énergie qu'il faut donner ou bien fournir à un noyau de symbole XZA au repos pour le dissocier en nucléons isolés et immobiles. Ça veut dire un noyau qui comporte des nucléons liés, comportant, comme vous savez, des protons et des neutrons. Alors, il faut donner une énergie à ce noyau pour les séparer en nucléons. Et bien sûr, le noyau était immobile, les nucléons doivent rester aussi immobiles. Bien. Pour un noyau de symbole XZA, on a parlé de défaut de masse. C'est delta M qui est égal à quoi? À la masse des nucléons moins la masse du noyau. C'est déjà vu dans la partie numéro 1. Alors, l'énergie de liaison du noyau. Ce défaut de masse dans le noyau, il lui correspond une variation d'énergie. Cette variation d'énergie, c'est ce qu'on va symboliser par l'énergie de liaison. Ça veut dire l'énergie responsable pour le lien ou pour la cohésion entre les nucléons. Donc, au lieu d'écrire la formule delta E égale delta MC carré, je vais remplacer cette variation d'énergie par l'énergie de liaison. Elle est égale à delta MC carré. Et on n'oublie pas que delta M, c'est déjà vu, c'est la masse des nucléons moins la masse du noyau. Voilà la formule de l'énergie de liaison dans un noyau. Autrement dit, le défaut de masse, il se transforme en énergie. Et c'est cette énergie qui va faire la cohésion entre les protons et les neutrons pour rester liés. Bien. Remarque. Dans le système international des unités, vous savez déjà l'énergie en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Alors vous allez voir par la suite, pour faciliter les calculs et passer d'une unité à une autre, on peut utiliser les autres unités qu'on a déjà vues. Pour la masse ou la variation de masse, c'est l'unité de masse atomique. Et pour l'énergie, soit en électronvolts ou bien en mégaélectronvolts. Et sachant qu'un U, c'est 931,5 mètres par seconde carré. Bien. Maintenant, je vais vous donner une autre notion. L'énergie de liaison par nucléon. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, regardez, pour le noyau, il comporte un nucléon. A, c'est le nombre de nucléons du noyau. Ce nombre, il lui correspond à une énergie qu'on appelle l'énergie de liaison. Or, pour nous maintenant, on ne cherche pas l'énergie de le nombre de nucléons. On cherche le nombre de un seul nucléon. Alors, pour un seul nucléon, il lui correspond à une énergie E. Alors, la règle de 3. C'est quoi le E? C'est 1 fois EL divisé par A. Oh,
noyau, c'est bien cette formule que je vous ai donnée directement. Donc l'énergie de liaison par nucléon, c'est-à-dire pour un seul nucléon, c'est bien cette formule-là. C'est l'énergie de liaison qu'on a déjà trouvée par exemple au MeV. A, c'est le nombre de nucléons, donc ça va être MeV par nucléon comme unité. Une remarque. Plus l'énergie par nucléon qu'on calcule est grande, plus le noyau est stable et vice-versa. Si l'énergie est petite, le noyau est instable. On parlera de ça dans la suite. Maintenant, le bilan énergétique pour la formation d'un noyau de symbole XZA, ZA au repos à partir de ces nucléons au repos. Bien. L'énergie avant, EAV, c'est la masse des nucléons multipliée par C carré. Et la masse des nucléons, c'est ZMP plus A-ZMN. N'oubliez pas que le nombre de neutrons, c'est A-Z qu'on a déjà signalé. Alors que l'énergie après, c'est l'énergie du noyau total multiplié par C carré. Donc c'est la masse du noyau C carré. Puisque la masse des nucléons qu'on a déjà vu est supérieure à la masse du noyau, alors l'énergie avant est supérieure à l'énergie après. Alors l'énergie de liaison, c'est la différence entre avant et après. Si on remplace par déjà les formules vues, voilà avant et après, voilà avant et après, on va trouver cette formule. Oh, c'est delta M, c'est carré qu'on a déjà vu. Voilà, ça revient au même. Donc cela veut dire que l'énergie de liaison, c'est la différence entre les deux énergies, l'énergie des constituants moins l'énergie du noyau total. Remarque, j'ai déjà parlé de ça, je reprends. On explique la cohésion, c'est-à-dire le lien entre les particules d'un noyau, par l'existence de forces attractives entre les nucléons. Alors regardez, cette force attractive ou bien ces forces attractives, ils ont une intensité très forte. On l'appelle interaction forte. Ça veut dire entre les particules d'un noyau, il y a des forces attractives très fortes qui gardent les particules en liaison, rassemblées dans un noyau. Je reprends. On explique la cohésion d'un noyau par l'existence de forces attractives entre les nucléons, protons et neutrons bien sûr. Cette force a une intensité très forte. On l'appelle interaction forte. Et n'oubliez pas que pour deux protons très proches, plus de protons de charge positive. Normalement, il doit y avoir des forces de répulsion parce qu'ils sont chargés de même signe. Alors regardez, pour deux protons très proches, l'interaction forte, elle est plus grande que la répulsion électrostatique entre leurs charges. Normalement, il y a deux types de forces. Alors, il y a l'interaction et il y a les forces de répulsion. Pour l'interaction, elle est plus grande aux répulsions. Pour cela, elle reste dans le noyau attaché. Alors, regroupé. Voilà. Maintenant, je vais parler de la
stabilité et l'instabilité d'un noyau. Certains noyaux d'atomes gardent indéfiniment la composition. Ça veut dire le nombre de protons et de neutrons, il reste le même. C'est ce qu'on appelle le A. Il ne change pas. Ce genre de noyaux, on les appelle des noyaux stables. Ce sont des noyaux stables. Alors ces noyaux, ils ont une énergie de liaison par nucléon qu'on a déjà vu, eux, grande. Donc le lien, il est fait par une énergie très grande pour cela que le noyau reste stable. Alors que dans d'autres noyaux, l'interaction qui contribue à leur stabilité, on a déjà parlé de l'interaction, n'est pas suffisante. Oh, ce n'est pas suffisante. Que va-t-il se passer? Alors, ceux-ci se transforment spontanément en d'autres noyaux. Ça veut dire ce noyau dans lequel l'interaction n'est pas suffisante, il va se transformer en d'autres noyaux en émettant un rayonnement. Ce sont des noyaux instables qu'on va appeler des noyaux radioactifs parce qu'ils vont rayonner, émettre un rayonnement. Alors ce genre de noyaux instables, ils ont une énergie de liaison par nucléon petite, donc ils sont fragiles. Pour cela, ils sont instables. Et ce sont ces noyaux qui nous intéressent dans la physique nucléaire. Des noyaux instables qu'on appelle les noyaux radioactifs, qui ont une interaction, comme vous le savez, faible. Remarque. On peut nommer un atome X de numéro atomique Z et de nombre de masse A un nucléide. Donc, le mot nucléide, c'est la même chose qu'un atome. C'est équivalent à un atome. Alors, on va utiliser dans la suite le nucléide au lieu de l'atome. Et n'oubliez pas qu'il y a une différence entre nucléide et nucléon. Je reprends. Nucléon. Le nucléon, c'est une particule d'un noyau, alors que le nucléide, c'est un atome qui comporte le noyau et les électrons. Et pour nous, ce qui nous intéresse de le nucléide, c'est son noyau, bien sûr. Alors, il y a le terme aussi isotope. Qu'est-ce qu'on veut dire par isotope? Ce sont des atomes. Ce sont des atomes. Regardez, ce sont des atomes ou des nucléides qui ont le même numéro atomique, mais les nombres de masse différents. Par exemple, le carbone, il a le numéro atomique 6, donc même 6. Mais A, il peut être 12, comme il peut être 14. Donc les A différents, alors que les Z sont les mêmes. Ce sont des isotopes de carbone. De même pour d'autres éléments. Il y en a beaucoup d'isotopes. Maintenant, le diagramme de Segri, soit le diagramme Zn d'abscisse Z et d'ordonnée N, soit NZ d'abscisse N et d'ordonnée Z. Regardez la première figure. Z comme abscisse et N. Donc c'est le diagramme Zn.
Oh, qu'est-ce qu'on a représenté dans ce diagramme? Regardez, c'est très très important ce qu'on va vous montrer maintenant. Alors regardez cette droite. C'est une droite d'équation z égale n. Ça veut dire le nombre de neutrons et le nombre de protons sont toujours les mêmes. 6 là, 6 là, 10, 10, etc. Donc on a placé dans cette courbe, dans cette droite, les éléments stables, de noyaux stables. Alors regardez, il y a des isotopes qui se trouvent en haut et des isotopes qui se trouvent en bas de cette droite. Alors après, je vais vous montrer la limite. Après un certain nombre précis, alors les éléments ne se trouvent plus sur cette droite. Ils passent vers le haut de la droite. Voilà, comme vous voyez. Alors voilà, j'ai des couleurs qui vont nous montrer la zone des noyaux stables, c'est cette zone noire. Alors en haut du noir et en bas du noir, il se trouve des noyaux instables. Les noyaux qui se trouvent en haut, ils ont un nombre de neutrons supérieur au nombre de protons. Donc ils vont être responsables d'un rayonnement qu'on va appeler β-. Et les noyaux qui se trouvent en bas de la zone de stabilité, ils sont instables. Ils ont plus de protons que de neutrons. Pour cela, ils sont responsables de l'émission de β+. Et en haut, dans cette partie jaune, il y a des éléments qui ont des Z grands et N grands, ce sont des noyaux lourds. Ils sont responsables à l'émission de alpha. On parlera de ça en détail dans la suite. Donc cela veut dire que les éléments chimiques qu'on connaît avec leur isotope, ils sont placés dans ce diagramme qu'on appelle diagramme de Segri. Dans ce diagramme de Segri, et on a signalé plusieurs zones. Alors, il y a une zone, comme vous voyez, noire. La voilà. C'est la zone qui comporte les noyaux et les isotopes stables. Au-dessus, en haut ou bien en bas, il se trouve des noyaux instables. Les hauts sont responsables de l'émission de β- et les bas, β+, et les noyaux lourds pour l'émission de alpha. Si j'inverse maintenant, regardez ici, j'ai N et j'ai là Z. C'est le diagramme Zn. Je vais inverser, mettre NZ. Donc, ce qui est en haut de la droite, qu'on a signalé Z égale N, il va devenir en bas, comme vous voyez là. Et les β- en haut, il devient β+. Et le β+ en bas, il devient β-. Et alpha, qui était en haut, il reste en bas. Voilà, c'est l'inverse du diagramme précédent. Ça, c'est le diagramme de Segri. Alors, comme vous voyez, j'ai trop parlé. Je ne dois pas continuer maintenant. Je vous laisse vous reposer, bien retenir ce qu'on vient de faire. Et vous allez voir dans la suite, ça veut dire dans la partie numéro 3, la radioactivité. Et comme vous voyez, vous allez voir beaucoup de notions et des lois. Alors, je vous laisse et au revoir.